Bien, bienvenue à toutes et à tous à cette conférence sur ma santé au naturel, soigner le corps et l'esprit par les arbres. Nous allons parler des bienfaits visibles et invisibles des arbres. Nous allons parler moringa, nous allons parler Shirin-goku, bain de forêt, nous allons parler de la voie en forêt. Le schéma est très simple. Je vais vous présenter les invités avec qui nous allons discuter pendant un moment et vous aurez à la fin de cette heure que nous allons passer ensemble, la possibilité de poser vos questions. Donc je commence directement pour bien profiter de l'espace que nous avons. Je vais commencer par présenter Laurence Mons. Laurence Mons est naturopathe, Bonjour. experte en sylvothérapie, la médecine de la forêt, et auteur de 2 livres sur le sujet. Voilà, nous en parlerons tout à l'heure. Les 2 livres en question, justement, vous serez en dédicace tout à l'heure avec Vincent, qui a aussi un livre qui s'appelle La sagesse, les 12 sagesses de l'arbre. Voilà, pour ceux qui veulent continuer après le débat, la librairie qui est juste derrière les gradins, voilà, recevra Vincent et Laurence pour des dédicaces et pour aller plus loin. Jean Gup, un autre beau Bonjour. parcours de vie, puisque Jean vit depuis 20 ans au Sénégal. Je pense que... Oui, vas-y. Oui, bonjour. On est là. Vit depuis 20 ans au Sénégal, où il a monté une association avec les populations locales qui s'appelle Nebedai et qui œuvre donc pour la gestion durable et le développement durable des ressources naturelles. Et enfin Vincent, Bonjour. bonjour, qui après avoir passé ses premiers temps dans les forêts en tant que forestier, a une grande carrière de ténor international et qui l'a mené, il va nous raconter comment, à revenir dans les forêts depuis 2011, où il organise des stages qu'il appelle rando lyrique et dont il nous parlera. Voilà. Juste vous dire que si vous en avez envie, n'hésitez pas à faire comme nous. Nous sommes déchaussés parce que ça fait partie des choses dont nous allons parler. On sent mieux ce qui nous entoure. Oui, certes, vous n'avez pas d'herbe, mais sous le pavé, voilà. Très bien. Nous allons commencer par l'aspect scientifique et technique des forêts. Et là, je me tourne vers Laurence. Laurence, si je vous dis phytoncide, vous me répondez? Merveille. Voilà, donc les phytoncides en fait ont été découverts très récemment, notamment au Japon, par le professeur Ching Li, qui a fait des découvertes absolument extraordinaires. Parce que maintenant, on sait que quand on fait un bain de forêt, eh bien, on prend une douche. On prend une douche de substances volatiles absolument incroyables, qui sont empreintes non pas de magie, mais qui sont empreintes d'un effet potentiellement guérisseur et préventif pour la santé. Voilà. Donc ce sont des phytoncides et des terpènes qu'en fait les arbres produisent naturellement pour se protéger eux-mêmes. Voilà. Donc c'est antibactérien, antimicrobien, antifongique. Voilà. Ça c'est pour se protéger eux. Mais quand ils mettent ça dans l'atmosphère, c'est absolument génial parce que nous on en profite. Comment? Eh bien tout simplement en respirant et par la peau. Et donc, pour nos systèmes immunitaires, ça va être vraiment très important. On va avoir une meilleure oxygénation. Et puis, on va déstresser. Hein, ça va poser le système nerveux. Et on va avoir moins de glucose dans le sang. Donc, très bon pour les diabétiques. Et tant d'autres choses encore. Voilà. Et donc là, on parle de quelque chose qui a déjà été démontré scientifiquement, hein, c'est version occidentale, et on a besoin d'être rassuré. Voilà, c'est prouvé scientifiquement. Avant les Japonais, ça a été prouvé quand même par les Russes, hein, déjà dans les années 80. Les Russes avaient déjà fait des expériences et des recherches. Bon, ça n'avait pas été plus loin à l'époque. Et puis après, en fait, il y a eu d'autres choses, mais bien avant, sauf qu'on n'avait pas les preuves scientifiques. Aujourd'hui qu'on les a, c'est sûr qu'on voit la forêt un petit peu différemment. Pour continuer dans l'aspect scientifique et dans l'aspect concret des arbres, Jean, vous avez un ami qui s'appelle Neberdai, c'est ça? Donc Nebedai, c'est le nom d'une organisation, de notre organisation qu'on a créée au Sénégal en 2011. Et c'est aussi le nom d'un arbre, c'est le nom wolof d'un arbre qui s'appelle le Moringa oleifera et qui est un arbre de vie. Les Américains l'appelaient Never Die et les Wolofs les ont écoutés, quoi. Ils ont dit Never Die, Never Die. Donc c'est comme ça que le nom est arrivé chez nous au Sénégal. Et c'est un arbre qui a énormément de vertus. Donc il a plein de minéraux, du fer. On dit qu'il a 25 fois plus de fer que dans les épinards.
7 fois plus de vitamine C que dans l'orange. Donc il a du calcium, il a des protéines. Et donc c'est vraiment un super aliment. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes le cultivent au Sénégal. Voilà, et vous en avez amené, vous en avez avec vous. Voilà, on en a. Alors, ce sont des femmes, c'est 800 femmes autour de la forêt de Sangako. C'est une forêt qu'elles gèrent. Et elles ont des périmètres d'1 hectare en agroforesterie où elles font des légumes bio et en même temps du moringa, donc en intercalaire. Bien sûr, c'est un périmètre où il n'y a aucun produit chimique, il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a pas de pesticides. Et les feuilles sont rachetées, c'est la coopérative de femmes qui les rachète à elle-même à 200 CFA. Après, c'est amené à la coopérative qui est à 5 km. Et nous, le rôle de notre organisation, c'est un peu de... Donc c'est une plante qui était connue traditionnellement depuis très longtemps. Et les gens avaient l'habitude de faire des plats traditionnels avec. Et par contre, on ne connaissait pas les vertus. Mais d'ailleurs, si on regarde la santé des populations de nos vieux là-bas, ils se portent bien mieux que les jeunes, où il y a beaucoup de problèmes de cholestérol, des problèmes de diabète. Et voilà, donc aujourd'hui, on a ramené ça dans la consommation locale. Donc les gens plantent chez eux, plantent dans les périmètres, le transforment en poudre séchée, ça permet de l'accommoder à tous les plats. Et aujourd'hui, gagnent des revenus, quoi. Les dames de la forêt, elles ont eu des revenus de 1 million en mois de mars, 1,4 million au mois d'avril. Francs CFA, oui, pardon. Donc je ne sais pas, 1 million, je crois que c'est 1 500 euros. Donc c'est quand même énorme pour des dames qui avant n'avaient quasiment aucun revenu. Donc on est content, quoi. Ça améliore un peu le quotidien de ces dames. Et en même temps, c'est elles qui sont engagées, leurs maris, leurs enfants, à la gestion d'une forêt de 2400 hectares. Donc en même temps, on conserve les espaces forestiers autour, quoi. Donc là, on est sur du concret aussi, hein, puisque là, on a la chance d'avoir quelque chose qui a été démontré aussi scientifiquement. Donc du coup, certaines populations en Occident notamment s'y intéressent. Et ça vous permet, vous, de réimplanter non seulement des modes de consommation et des modes de gestion durable, mais en plus avec quelque chose qui est magnifique et qui nous est donné par la nature. Effectivement, et puis j'en profite pour faire un peu de pub. On est venu du Sénégal avant-hier. On est venu à Troyes. Il y a mes collègues Samba et Sadio qui sont au stand juste à côté. Donc si vous voulez découvrir les bienfaits du moringa, on a amené 100 paquets. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais pour le moment, il y en a encore. Voilà. Donc, et il y a même des bonbons au baobab. Et il y a des bonbons au baobab, effectivement. Pour les plus gourmands. En parlant de gourmandise, la voix, qui est quelque chose de très puissant, c'est la vibration. La vibration, là, on reste dans quelque chose de très physique, un aspect très scientifique de la chose. Quel lien peut-il y avoir, justement, entre la voix et la forêt ? Mais la voix et la forêt, il y a un lien qui devient évident maintenant à force de le pratiquer pour moi. C'est la voix, c'est la vibration, c'est l'harmonie, la vibration. C'est-à-dire qu'on se sent vivant par ce biais-là. La forêt, c'est de la présence pure. Les arbres sont intensément présents et leur constitution le raconte. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est vivant dans un arbre ? Eh bien, c'est le cerne de l'année, c'est le cerne de l'instant. Tout le reste est mort. C'est-à-dire ce qu'on ne sait souvent pas, c'est qu'un arbre, à 85%, c'est mort. La partie vivante, c'est juste le cône qui vient chaque année se poser sur les autres cônes. Donc l'arbre nous raconte ce qui est vivant en lui, c'est l'instant, c'est vraiment le moment présent. Et ça, c'est de la métaphysique, mais l'arbre nous le raconte par sa constitution. Donc les arbres, la vibration sonore, deux manières de venir se ressentir pleinement vivant. Pour moi, c'est ça les deux ajouts qui, ensemble, peuvent créer en 3 heures des balades que je propose, un moment où on se sent intensément vivant dans l'instant. Voilà, et du coup, dans les balades que vous proposez, donc, il y a cet aspect voix, mais il y a aussi l'aspect pieds nus sur le sol. Là aussi, on est dans quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, a été démontré concrètement. Je crois que les Américains appellent ça le grounding. Ils ont un terme pour tout, puisqu'ils se sont tout d'un coup aperçus que d'avoir les pieds nus sur le sol permettait de décharger tout ce qui était charge électrique trop intense chez l'être humain, et donc d'avoir une prise à la terre.
Oui, c'est complètement la prise de terre et je trouve que c'est extraordinaire que maintenant la science puisse prouver ce qu'on ressentait quand on pratiquait ça. Cette prise de terre, ça devient évident. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas passer une semaine sans aller marcher pieds nus dans la forêt. C'est vraiment paf, on envoie tout ce qui a pesé, tout ce qui a chargé et puis on se reconnecte à des racines profondes et du coup on se sent à nouveau pleinement vivant. La joie de vivre, elle est là. Elle est juste dans le fait de se sentir... Tiens, là, je suis vivant et je le ressens dans toutes mes cellules. Et j'en suis conscient de cette manière-là. Alors, ce qui est amusant, on en avait discuté un petit peu pour préparer cet échange, mais ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on en vient à avoir des preuves scientifiques, quelque part, de ce qui se passe au niveau électrique, au niveau magnétique, au niveau de la chimie du corps et des plantes. Mais par contre, c'est quelque chose qui n'est pas neuf. Laurence, la reconnexion, c'est pas nouveau quand même. Non, la reconnexion, c'est pas nouveau. Alors, juste préciser une chose, quand on fait ce qu'on appelle le grounding ou le barefooting, en fait, il y a des phytoncides et des terpènes aussi dans les racines, ça c'est super important, mais il y a aussi donc, des échanges électriques et magnétiques, et il y a une bactérie. Il y a une bactérie qui a été découverte il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle la Mycobacterium vaccae, et qui permet en fait de reconnaître remettre en fait les neurotransmetteurs en route. Tous les synapses se reconnectent et c'est absolument génial. Donc qu'est-ce qu'ils font maintenant dans les maisons de retraite en France et en Angleterre? Eh bien, ils font des jardins thérapeutiques pour les anciens pour éviter la maladie d'Alzheimer. Voilà, et c'est absolument super. Donc effectivement, cette reconnexion n'est pas récente et on s'est déconnecté au fur et à mesure, mais l'arbre a toujours été au milieu des civilisations, au milieu du village, au milieu du peuple en fait, et a toujours été un symbole de connexion entre la terre et le ciel. Voilà, on célèbre Dans au les mariage, traditions, voilà, aux enterrements, tout ça. On connaît l'arbre à vœux. D'ailleurs, vous en avez un où vous pouvez mettre un vœu pour la planète derrière. Tout C'est à fait. super. Voilà. Juste en face de la librairie d'ailleurs. Juste en face de la librairie où on vous attend, voilà. Et c'est franchement, l'arbre est un être absolument important et qui est partout dans notre vie. Voilà, partout dans notre vie. Et justement, Jean, on en parlait. Le mot pour médicament, en Wolof, Oui, donc nous, au Sénégal, quand on dit garab, garab, ça veut dire à la fois pharmacie et à la fois arbre. C'est le même mot. C'est garab qui veut dire les deux choses. Donc on se soigne beaucoup, même les jeunes urbains. Ils ont le souvenir que leurs parents, en fait, les soignent avec des racines, avec des écorces, avec des feuilles. On met ça dans de l'eau. Et donc l'arbre, c'est vraiment la médecine, quoi. Donc on appelle ça garab et c'est marrant, quoi. C'est le même mot qui a deux significations. Donc ça symbolise vraiment que l'arbre, voilà, s'il n'y a plus d'arbre, il n'y a plus de vie, quoi. c'est du concret là. On parle de concret effectivement et du rapport entre la vie de l'homme, la vie humaine, et la vie de la forêt. C'est-à-dire que, Vincent, l'arbre, il nous amène de l'oxygène, de l'eau, et Jean, pour en témoigner après si tu veux bien, mais s'il n'y a pas d'arbre, qu'est-ce qui se passe? Mais s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de vie. Effectivement, il y a cette évidence, cette histoire d'oxygène, la photosynthèse, qui est précieuse pour nous. Mais l'arbre respire aussi de la même manière que nous, c'est-à-dire inversement. Pas par une bouche et des poumons, mais chaque cellule respire dans le même sens que nous, en fait. Et je trouve que l'arbre aussi, dans sa manière de vivre, au-delà de sa biologie, en l'observant, il nous montre comment lui réagit à diverses situations de la vie. Et en ce sens, il peut être extrêmement inspirant pour nous. Un exemple très concret, un arbre qui est abattu. Sans faire l'anthropomorphisme, on est aussi de temps en temps, nous aussi, abattus dans notre vie. Ça peut nous arriver. L'arbre qui est abattu, qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh bien, il y en a certains, rien. Il reste une souche. Ils peuvent vivre avec les copains autour, d'ailleurs. Il peut y avoir une solidarité. Et puis d'autres, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Eh bien, de laisser germer quelques bourgeons à la périphérie, à l'endroit qui est encore vivant dans la souche, et de laisser se créer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiges nouvelles qui vont avoir une croissance, en plus, les forestiers le savent, une croissance exponentielle, plus forte que quand il était juste un tronc, ce qu'on appelle les rejets. Ça a une croissance extraordinaire. Donc voilà, quand on est abattu, qu'est-ce qu'on décide? De rester une souche, de s'apitoyer sur le tronc qu'on était, ou bien de laisser l'inconnu, c'est sûr que c'est l'inconnu, mais c'est 6 ou 7, 8, 9, 10 nouvelles tiges qui peuvent être là, de la diversité et de la croissance encore plus forte qu'avant. Voilà ce que les arbres nous racontent, comment le vivant s'incarne dans leur matière. Alors c'est magnifique justement parce que je me souviens d'une conversation qu'on avait eue et où Jean justement va rebondir là-dessus, où on voit cette immortalité quelque part des arbres, dans le sens où s'il n'y a aucun facteur
qui les empêche, un arbre va pouvoir durer mais des milliers d'années parce qu'il n'y a rien. Je crois que c'est Francis Salé hier soir durant la conférence qui parlait du fait que voilà, en fait, on est très semblable à eux, sauf qu'ils n'ont aucun organe. Ils réussissent à tout faire sans organes. Ils n'ont pas de cœur, ils pompent. Ils n'ont pas de poumons, ils respirent. C'est absolument magnifique. Par contre, Jean, tu as devant toi une réalité quotidienne qui est quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'arbres. Ouais. Non, chez nous, au Sénégal, il pleut très peu. On n'a que 3 mois de pluie par an. Tout le reste du temps, il n'y a pas une goutte. Et avant, on avait des forêts. Et aujourd'hui, on a de moins en moins. En 60 ans, on a perdu la moitié de nos forêts. Et on a des endroits qui sont devenus du désert, quoi. On est en zone sahélienne et tout le nord du Sénégal aujourd'hui est un désert. Et les hommes, une fois que c'est le désert, ils vivent plus, quoi. Donc, et pourtant, c'est ces hommes-là c'est nous-mêmes qui avons coupé tous ces arbres. Donc, en fait, les arbres chez nous au Sénégal, c'est vraiment la survie parce que tous les jours, on doit cuisiner. Donc, il nous faut trouver un peu de bois pour cuisiner. C'est aussi, des fois, c'est vrai qu'on les prend comme pharmacie, mais des fois, la pharmacie, c'est prendre des racines. Donc, des fois, on prend un peu trop de racines aussi, jusqu'à que l'arbre y meure. Et aujourd'hui, le constat, il est terrible, quoi. Au Sénégal, c'est 215 hectares de forêt qui disparaissent tous les jours. 215 hectares, c'est 300 terrains de football. Tous les jours. Et bon, c'est très dur parce que aussi... pourquoi on déforeste? C'est parce que tous les jours on a besoin de cuisiner, c'est la principale cause, hein. Donc on cherche du bois ou du charbon de bois et c'est parce qu'on est en souffrance, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter du gaz, parce que on veut cuisiner, on veut manger et l'urgence, la pauvreté, les situations précaires fait qu'on vit au jour le jour, au quotidien et c'est terrible, quoi, parce qu'on est en train d'installer le désert partout et une fois qu'il y a le désert pour reconstituer une forêt, c'est pas facile, quoi. Donc il y a des endroits au nord du pays, il y a 10 ans, ils cultivaient encore pendant la saison des pluies, parce qu'il y avait encore suffisamment d'eau. Aujourd'hui, l'an dernier, il y a, du côté de Richard Terrol, il y a eu 4 pluies. Dans la saison des pluies, il y a eu 4 fois où il a plu, quoi. Il y a eu 80 mm, quoi. Donc c'est fini, même l'agriculture pluviale, il n'y en a plus, quoi. Donc l'arbre, il amène la pluie, il fixe le sol. Quand il y a les 3 mois de pluie, si on a une forêt, l'eau aussi, elle ruisselle pas, elle rentre, elle pénètre. Mais une fois que c'est le désert, c'est fini, quoi. Donc toute la matière organique s'en va. On installe des sols complètement stériles, infertiles. On peut même plus faire d'agriculture. Et c'est compliqué, quoi, parce qu'il faut changer les mentalités. Il faut aussi... c'est la pauvreté, c'est dur, quoi. Donc les gens y souffrent et donc on se bat dans ce contexte-là. Et l'arbre, c'est pas... c'est vraiment la survie, quoi. Si tu as des arbres autour de ton village, tu as une chance de vivre dans ton village. Si tu n'en as plus, mon gars, tu vas déménager, quoi. On a vu de très belles initiatives hier soir, notamment durant la conférence, pour comment effectivement on peut s'amuser de façon vitale à refaire une forêt. Donc ça a été magnifique. Et ça, je me tourne vers Laurence pour lui poser la question. Est-ce qu'il est possible, d'après vous, d'avoir une relation homme-arbre intelligente ? Oui, bien sûr, je crois que ça appartient à chacun, en fait. Après, il y a peut-être l'éducation, hein. Je reviens un petit peu sur ce que Jean disait. Il faut reconnecter, il faut ramener et rééduquer, en fait, le public pour les ramener dans la forêt. Alors comment, justement? Et quand on fait de la sylvothérapie, comme on le fait avec Vincent, on ramène le public dans la nature et on leur explique, on les éduque à la nature, en fait. Donc, quand on va faire de la sylvothérapie avec vous, on va vous expliquer comment développer vos 5 sens. On va vous expliquer qu'on n'entend pas de bruit, mais on entend des sons. Voilà. On va vous faire découvrir de nouvelles odeurs, des nouveaux goûts, des nouvelles façons de voir les choses, de regarder une flaque, de regarder un nuage ou un arbre. Voilà, d'avoir une relation avec la nature, avec les arbres absolument incroyable. Et donc, personnellement, j'ai été formée en Italie, hein, dans mon cursus de naturopathie. Hein. Ça fait partie du cursus. Ça fait partie du cursus de naturopathie à l'université de Turin où j'ai été formée. Voilà. Et donc, on nous a appris justement à découvrir la nature autrement. Donc, autant au niveau phytothérapeutique, hein, donc on va aller manger certaines feuilles, certaines écorces, des fois, certaines sèves. Et puis, on va aller aussi faire des observations, des touchés, et c'est absolument incroyable. Auprès de différents publics. Ça peut être des publics qui sont malades, ça peut être des publics qui ont du burn-out, ça peut être des enfants, ça peut être des sourds, même les sourds, on peut les amener là. Et c'est absolument incroyable de voir comment les gens se reconnectent.
et ils ont besoin de cette reconnexion qui est absolument essentielle. Et qui est quelque part naturelle, parce que dès qu'on connecte à nouveau, on s'aperçoit que les choses sont fluides. Est-ce qu'on peut s'inspirer, Vincent, de l'intelligence des arbres ou de leur organisation? Oui, Pour tout à nous-mêmes. fait. Oui, oui, de l'organisation, il nous renvoie le fait que nous sommes tous interdépendants. Dans une forêt, tout est en relation. Dès qu'il y a un déséquilibre, l'ensemble de la forêt contribue à rétablir l'équilibre. Et l'harmonie. Laurence, tu parlais tout à l'heure des publics qui viennent en sylvothérapie ou en rando lyrique. Mais j'ai eu aussi des comités directeurs de très grandes entreprises françaises qui avaient des problèmes relationnels et qui venaient, par ce biais-là, dans la forêt, avec les arbres, retrouver quelque part une forme d'harmonie entre eux. Et de constater qu'au bout d'une journée, le dialogue était rétabli entre des personnes à personnalité très forte. Par exemple. Voilà. On parle communication, donc. Communication, j'ai envie de parler plus d'harmonie. C'est là que le chant intervient aussi avec les arbres. Mais voilà, cette espèce de vibration harmonieuse qui se crée inévitablement au contact des arbres. Parce que, oui, encore une fois, on se sent très vivant tout à coup par la sensorialité, et on se sent détendu aussi. J'aime bien la notion de détente qui est vraiment très très importante. Je vois des sourires, je vois même des visages qui se sont détendus au bout de 3h30 ou d'une journée ou d'une semaine. En 3h30, ça suffit quelquefois pour voir ces résultats-là. Et j'ai une autre chose. Comme public, j'ai été amené à intervenir auprès d'étudiants forestiers de mon école forestière. Il y a 30 ans, j'étais étudiant là-bas. Et on ne parlait sûrement pas de sylvothérapie. C'était impensable de faire venir un zigoto comme moi pour venir parler du bien-être avec les arbres. Et là, 30 ans après, ça existe. Et ces forestiers-là, ces jeunes personnes de 20 ans, avaient envie de rester plus longtemps que 20 minutes au pied de leur arbre. Je leur disais, il faut qu'on avance. Ça faisait 20 minutes qu'on était là, ils ont 20 ans. Eh bien non, ils avaient envie de rester avec leur arbre. Et ça, j'en étais pas capable il y a 30 ans, quand j'avais 20 ans. Comme quoi, dès qu'on reconnecte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dès qu'on recrée ce lien, il se passe des choses naturelles et fluides. Oui, et quelque chose est prêt maintenant aussi, je crois. Oui. Auprès des jeunes, il y a une prise de conscience qui est en train de grandir de façon exponentielle, à l'image de tous les livres qui sortent, et de ces constats que je fais, cette jeunesse qui, si elle est au contact de la forêt, va aller plus loin dans cette prise de conscience qu'il faut absolument la protéger. La jeunesse, justement, Jean, c'est aussi vers eux que vous vous tournez avec l'association pour que les, on va dire, mauvaises manières habituelles ou qui sont rentrées chez les adultes de façon très très forte puissent être changées. Oui, et je voulais un peu rebondir. Il y a aussi, on voit par exemple dans le sud du pays, chez les Diola, en Casamance, au Sénégal, les gens font en fait des rites initiatiques dans les bois. Donc il y a les bois sacrés. Et en fait, c'est des étapes de passage de vie. Donc dans sa vie, on doit à un moment, quand on est Diola, rentrer dans le bois sacré. Des fois, ça dure une semaine, des fois, ça dure 3 mois. Des fois, il y a des gens qui n'en sortent pas. Il se passe des choses, personne ne sait ce qui se passe là-dedans, mais c'est une reconnexion avec... c'est des grands bois avec des arbres centenaires, des grands caïcédras, des grands fromagers. Et c'est vraiment entièrement intégré à la culture Diola. Et donc, c'est aussi une façon de se reconnecter à l'arbre. Et ces rites initiatiques qui te permettent de passer à l'âge adulte se font en forêt, se font dans ces bois sacrés. Alors, chez les Diola, justement, c'est un peuple qui préserve relativement la forêt parce que, justement, s'il n'y a pas ces bois sacrés, ils ne peuvent pas devenir adultes. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres endroits du pays où la valeur de l'arbre est un peu perdue. Et souvent, quand je rentre dans les villages, je parle avec des vieux. On dit cette année, on va essayer de reboiser la forêt. Et les gens, ils me disent, en langue locale, ils me disent, mais on ne va pas planter un caïcédra dans la forêt. Ça c'est Dieu qui plante. Et en fait, je comprends le monsieur parce qu'il a 60 ans, 70 ans. Quand il était jeune, on était peut-être 6 millions de Sénégalais. Il y avait 4 fois moins de chèvres, de moutons et de zébus. Il y avait moins de feux de brousse. Et donc, la nature par elle-même arrivait à se régénérer. C'est ça, Dieu qui plante, peut-être, dans sa façon de dire les choses. Et la forêt arrivait à se régénérer. Et il y avait beaucoup moins de pression par l'homme. Mais aujourd'hui, on est 14 millions. Il y a 5 millions de zébus, 8 millions de chèvres et de moutons. Il y a 3000 feux de brousse.
Aujourd'hui, même la petite graine qui, par chance, a eu suffisamment d'eau pour éclore et devenir un petit arbre, ben, elle a du mal à devenir un arbre adulte, quoi. Et donc, on rentre dans les écoles et on voit les enfants, on parle avec eux, on fait des jeux avec des photos, questions, réponses, on échange beaucoup avec eux. Et ensuite, on part ensemble dans la cour de l'école planter des arbres. Et chaque arbre, chaque enfant a un arbre, ou bien c'est un groupe d'enfants qui a un arbre. Et ils s'en occupent tout le long de l'année, pendant la saison sèche, où si tu l'arroses pas, il va mourir, quoi. Et en fin d'année, on essaye d'en emmener un certain nombre d'entre eux pour un séjour nature de 2-3 jours. On va les chercher dans leur village parce que c'est pas facile, donc on prend en charge tout ça. Et du coup, ben, les enfants grandissent avec des valeurs que les adultes n'avaient pas, c'est-à-dire planter un arbre sauvage dans un milieu sauvage, parce que planter un manguier dans son verger, ça on sait faire, parce qu'on cherche la mangue. Mais planter un arbre sauvage en milieu sauvage, je dis que ça appartient à tout le monde, donc il y a une notion de propriété. Et les adultes aujourd'hui, c'est compliqué d'arriver à les mobiliser pour ça, quoi. Donc les enfants, ben, on essaye de les amener à ça, en espérant que demain, ils soient des adultes un peu plus responsables que nous. Voilà, c'est vrai que cette partie éducative est importante et dans tout ce que vous mettez en lumière, et en même temps, effectivement, je pense qu'on va avoir un peu d'eau pour pouvoir grandir en profitant de... Vous avez de la chance. Dans tout ce que vous mettez en lumière aussi, il y a quelque chose de très concret qui est... On parle de toucher, là on n'est pas dans du virtuel, on n'est pas dans un jeu virtuel, on n'est pas sur un écran, on est sur quelque chose où le corps et l'esprit sont complètement impliqués dans l'échange et dans la relation. Dans le toucher, oui, le toucher est un des 5 sens. Et effectivement, quand on est en forêt, on va tout toucher. Donc là, avec les pieds, on va toucher l'herbe, on va toucher la pluie, on va toucher vraiment tous les éléments de la nature, les rayons du soleil qu'on touche et on sent la chaleur. Voilà. Donc on est vraiment dans tous les sens, complètement ouvert, et c'est absolument génial et très très bénéfique pour l'être humain. Donc il faut absolument ramener les gens dans la forêt. C'est très très important. Alors ramener, et la voie justement pour les gens qui sont timides dans un premier temps à peut-être aller vers un arbre, le toucher, ou voilà, parce que on n'est pas habitué. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, tous les présents qui sont ici, combien parmi vous ont déjà parlé ou embrassé un arbre? Je me compte. Ah oui, bah oui. D'accord. Et combien d'entre vous l'ont fait mais n'osent pas le dire? D'accord, merci. Donc la voix, ça peut être un premier pas. Oui, la voix, ça contribue à effectivement cette rencontre avec sa sensorialité. Et ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que les arbres nous permettent, on va les toucher effectivement, d'ouvrir nos 5 sens, mais ils nous permettent d'ouvrir la porte vers ce que j'appelais tout à l'heure être vivant et notre propre présence. Et quand on est avec notre présence, quand on est dans l'instant présent, pour moi, ce que j'ai ressenti dans mon expérience, c'est qu'on se connecte à notre être, à quelque chose de très profond en nous, qui est de l'ordre de l'être. C'est pour moi un espace énorme à l'intérieur de soi, qui est différent des pensées, de l'émotionnel, mais qui permet d'accueillir tous ces phénomènes sensoriels, émotionnels, pensées. C'est comme un immense espace qui fait qu'on n'est plus embarqué dans nos pensées, dans le tourbillon, ou dans les émotions qui peuvent être très fortes. Pour moi, c'est ça l'enjeu de la présence que nous apportent les arbres, cet espace immense. Et cette présence, tu veux rebondir peut-être? Oui, je voulais rebondir. En fait, on parle souvent de toucher. On parle souvent de toucher, on pense toujours toucher avec les mains ou avec les pieds. Mais il y a aussi les arbres qui viennent toucher notre cœur. Et ça, c'est très, très important. Parce que quand on va aller au contact des arbres, on va avoir une connexion très très particulière. Darwin disait qu'en fait, c'était comme des animaux de premier étage. Ils ont la tête dans le sol et les organes génitaux à l'extérieur. C'était absolument formidable. Et très souvent, en fait, il y a des gens, beaucoup de jardiniers, beaucoup de paysans, considèrent les arbres comme des animaux. Et c'est absolument exceptionnel. Et ces arbres-là vont aller toucher votre cœur, vont aller toucher quelque chose en vous, vont vous faire évoluer et vont vous permettre de vous connaître vous-même. Voilà. Et on va, personnellement, quand je travaille avec les arbres, je fais toujours la similarité entre les deux, entre vous et entre l'arbre, pour montrer comment vous arrivez, effectivement, c'est ce que tu disais Vincent tout à l'heure, comment on arrive toujours à se reconstruire, à se relever, à rester debout et à guérir les blessures. Et ça, c'est très, très important.
Voilà. Et puis toujours cette notion d'impermanence. Et ça, c'est très important aussi, même au niveau des enfants. Impermanence et résilience aussi. Et vous avez parlé à différents niveaux aussi de la notion de présent, c'est-à-dire des êtres qui sont foncièrement dans le présent et qui malgré tout sont les êtres qui durent le plus longtemps quelque part. Puisqu'on a... Jean, j'aimerais savoir quand le voyage vous amène en France, est-ce qu'il y a comme ça une envie d'aller dans la forêt ici qui est beaucoup plus humide, beaucoup plus... Est-ce qu'il y a un moment où... Non, déjà, quand on voit cette pluie, nous quand c'est la pluie, là, on serait en train d'aller danser sous la pluie. D'accord, écoutez après. Parce qu'on serait tellement content, on voit une grosse pluie comme ça, là. Si seulement ça pouvait tomber au Sénégal, vraiment, on serait super content. Non, moi, je suis impressionné. Je suis venu aussi avec 2 collaborateurs qui étaient jamais venus en Europe. Donc, pour eux, c'est magnifique aussi de voir un peu autre chose. Et comme partout, il y a du bon, du mauvais, mais ce qui nous surprend, là, on était hier à Paris, enfin avant-hier à Paris, aujourd'hui à Nantes. Bon, ce qui nous surprend déjà, c'est de voir des villes où quand même il y a des arbres. Chez nous, à Dakar, la capitale, c'est 5 millions d'habitants, il n'y a plus d'arbres. Hein. Il y a vraiment, c'est terrible, quoi. Il paraît qu'on est maintenant la ville, la ville la plus polluée, la 2e plus polluée du monde. Donc... d'après l'OMS, donc ça nous fait pas plaisir, mais en tout cas il n'y a plus d'arbres. On a construit mais partout, et vivre à Dakar. Donc moi je bouge à travers le pays et j'ai un petit studio à Dakar où je passe un peu de temps, et puis le reste du temps je vais plutôt dans le sud du Saloum, et là je dors sous une moustiquaire en dessous de Baobab. Et je me sens beaucoup mieux quand je suis en brousse sous mes baobabs. Et on voit bien la différence de qualité de vie. Ouais. Quoi. Moi, je m'endors avec la lune et les baobabs au-dessus de moi tous les soirs quand je suis en brousse. Et quand je suis à Dakar, on respire du sable, les gaz d'échappement. C'est dur, quoi. Alors, justement, tu parlais de l'OMS tout à l'heure. L'OMS, au jour d'aujourd'hui, vient de reconnaître, donc ça a même un nom, si je ne me trompe pas, c'est le syndrome de manque de nature, en français. C'est-à-dire qu'on a reconnu aujourd'hui comme étant une maladie de civilisation, le fait de manquer d'un contact ou d'une reliance à la nature. C'est absolument incroyable, ça, Vincent, non ? Oui, mais ça me parle d'autant plus que c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. Quand je suis parti dans la carrière de ténor d'opéra, j'ai quitté quelque part la nature et ma première passion de forestier, tout le temps dans les salles fermées, sans air, la lumière d'artifice. Et puis, ça a été à un moment donné, j'ai perdu ma voix, burn-out total. Chute infernale, jusqu'à ce que je me décide, après 3 ans, j'étais aux minima sociaux, d'aller au Québec, dans la forêt, avec un chef amérindien, chez qui j'ai réappris la vie, simplement. Quand je suis arrivé, il m'a dit « Mais t'es pas vivant, mon gars, c'est pas de bon sens, t'es dans tes regrets et que dans tes projets, mais t'es pas ici dans l'instant. » Donc j'ai réappris simplement, en 4 mois dans la forêt canadienne, à me reconnecter aux arbres, à dormir, à faire des rituels aussi de passage, et petit à petit à me ressentir juste vivant, mais voilà, la joie de vivre qui était là, simplement, la paix intérieure, à nouveau le cœur qui se réveillait. Mais j'avais perdu ça dans ce monde un petit peu civilisé. J'étais tombé dans ce piège. Je peux d'autant mieux le partager maintenant, en concentré, que j'en ai ressenti les bénéfices et que je le vois auprès des personnes qui viennent avec moi dans la forêt. Et comme on voit, tu as gardé ta voix qui permet, au-dessus de la pluie, de passer largement, même de l'orage. Mais je chante encore, je suis dans les chœurs d'opéra de Nantes, voilà, régulièrement. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de prendre des questions pour pouvoir animer plus directement. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui souhaiteraient poser une question à Laurence, Vincent ou à Jean ? Ou est-ce que c'est tellement émouvant que vous êtes bouche bée ? Pas une seule question ? Écoutez, nous allons continuer. Très bien. Nous allons continuer avec un aspect dont nous avons un peu commencé à parler, qui est l'aspect non scientifique, non physique. Laurence, tu as parlé du cœur tout à l'heure. J'aimerais que tu ailles un peu plus loin là-dessus. Donc le cœur, en fait, on va être amené à parler d'énergie, bien évidemment, et de l'intention. Parce qu'effectivement, quand on a de bonnes intentions, eh bien, il y a beaucoup de choses qui arrivent.
Et depuis la nuit des temps, effectivement, l'arbre a été promu au rang vraiment végétal de quelque chose comme un totem, ou comme un demi-dieu, en fait, où on allait poser nos intentions dessus, exactement comme l'arbre à vœux. Alors, croyance ou réalité, il n'empêche que ça perdure encore aujourd'hui et que, voilà, on continue à aller dans ces énergies, en fait. Alors, beaucoup de gens pensent qu'on va aller enlacer les arbres. Personnellement, je ne vais jamais enlacer les arbres, ça ne m'arrive pas. Voilà, j'adore, je vais les toucher, je vais faire des exercices énergétiques, mais ne pensez pas qu'on va aller embrasser les arbres, c'est pas pour ça. Pourquoi vous entendez partout dans les médias qu'on va aller embrasser les arbres? C'est tout simplement parce que les gens, et je suis contente d'être aujourd'hui pour vous l'expliquer, les gens vont aller bénéficier de tous ces phytoncides et ces terpènes, puisqu'en fait ce sont des oléorésines, hein, notamment les résineux qui vont les stocker dans les résines. Et donc quand on va s'approcher de l'arbre, on va aller bénéficier gratuitement d'une aromathérapie naturelle. Donc que ce soit les eucalyptus et tous les conifères, les cyprès, tout ça, approchez-vous d'eux, vous pouvez les enlacer. Bon, il y en a qui piquent un petit peu plus que d'autres. Mais allez-y, mais juste dans le but de vous faire une bonne aromathérapie. C'est pour ça qu'on va toucher les arbres. Après, au niveau énergétique, effectivement, c'est comme les gens. Il y a des gens et il y a des lieux, effectivement, où vous vous sentez bien, où vous avez envie de rester, vous avez envie de rester auprès d'eux. Et puis, il y a des endroits où vous n'avez pas du tout envie de rester. Les arbres, c'est pareil. Ne pensez pas qu'il y a une notion d'arbre et qu'il y en ait un qui soit meilleur que d'autres. Ils ont leur caractère et ils ont leurs caractéristiques. Mais allez surtout vers un arbre qui vous porte, un arbre qui va vraiment vous parler, vous donner des réponses, posez-leur des questions et faites-vous confiance. Ayez confiance dans leur intuition. Vous allez voir comme c'est magique. Voilà, c'est vraiment absolument incroyable et ça c'est depuis la nuit des temps que ça dure et on espère que ça durera encore longtemps. Voilà, quand on ouvre ses sens, je crois qu'on en parlait avec Jean récemment, ça fait très peu de temps en fait que nous sommes déconnectés de la nature si on réfléchit bien. On a vécu dans la forêt ou dans le milieu naturel très très longtemps. Au Sénégal, tu parlais tout à l'heure de 60 ans de distance qui est, à l'échelle humaine et à l'échelle planétaire, on n'en parle pas, c'est que dalle. Donc quelque part, même quand on est dans une situation désertique comme celle que tu décrivais, est-ce qu'il y a encore cette fibre qui nous relie vraiment? Alors en tout cas chez nous au Sénégal, c'est assez surprenant parce que à la fois on est très connecté parce que Garab c'est l'arbre et c'est le médicament, mais en même temps les gens ont peur de la brousse, donc ils vivent dans un village et me disent « Chou, boy, toi tu dors sous le baobab là-bas ». Et bon, je suis à 500 mètres du village, donc je ne suis pas loin du village, mais quand même je ne suis pas au cœur du village. Mais les gens ils disent « Et les babouins et les vipères » et je dis « Bon, c'est des animaux, ils sont là, je leur fais pas de mal, ils me font pas de mal, tout va bien quoi ». Mais les gens perçoivent la nature souvent comme hostile, en tout cas les animaux. Et donc la forêt étant l'habitat des animaux, il y a quand même beaucoup de gens qui la perçoivent comme étant hostile. Donc, et en même temps, c'est là-bas qu'ils vont chercher les écorces, les racines pour se soigner. Donc en même temps, ils ont besoin de cet espace naturel-là, mais en même temps, ils en ont peur. Et les jeunes Dakarois qui sont classe moyenne, classe riche à Dakar, alors eux, ils sont des urbains, quoi. C'est-à-dire, ils sont... on suit les modèles de développement des pays riches, quoi. Donc, iPhone, tablette, nangam, des trucs comme ça, quoi. Donc, les gens, ils sont que dans du béton. Et donc, on essaye aussi d'amener les enfants un peu à sortir en brousse, quoi, parce que eux aussi, ils sont déconnectés, quoi. Et donc, voilà, c'est un peu paradoxal, parce qu'en même temps... on a encore tout un savoir traditionnel, culturel sur l'usage des feuilles. On va te dire ça, tu le prends en cataplasme, tu le mets sur ton dos. Quand tu as une conjonctivite, tu prends cette graine-là, tu la presses, tu la mets dans l'œil, tu règles ton problème. Donc il y a tous ces savoirs-là qui sont toujours là. Donc une vraie pharmacopée qui passe de génération en génération et qui perdure. Hein. D'ailleurs, bien plus des fois que la médecine européenne et tout ça. Donc c'est super. Mais en même temps un aspect effrayé par la nature et aussi assez utilitariste de la forêt, oui. Quoi. C'est-à-dire qu'on la prend, quoi. Jamais on se dit qu'on est
on est un parmi d'autres espèces vivantes, mais non, on est l'homme tout-puissant et on utilise quoi. On utilise les arbres, on utilise la forêt. Je crois que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. Et avant, il y avait souvent des personnages qui faisaient le lien entre cette nature et, on va dire, les populations de façon générale. Vincent, tu as eu justement accès, tu as rencontré un personnage comme ça, un personnage qui justement t'a permis de faire ce lien. Oui, absolument. Il s'appelle Régent Garibassioui. C'est un des chefs de la nation Huronne. Encore un des détenteurs de cette sagesse de son peuple, les Hurons, qui m'a permis, grâce à lui, j'ai survécu. Voilà, c'est une renaissance. D'ailleurs, j'ai un nom amérindien maintenant, c'est Anarisquois, le loup. Mais et j'en suis très très fier. Hein. C'est un des plus grands moments de mon existence. Il m'a guidé, accompagné. Ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu dormir effectivement dans la forêt. J'avais mes propres peurs. Il y avait des loups, des ours, pas très loin. Et le pire dans les forêts canadiennes, les moustiques. Les loups, les ours, ça va, c'est rien du tout. Mais les moustiques, au mois de juin, voilà, il fallait que je me maintienne un feu pour pouvoir m'enduire de fumée, de boucan, comme ils disent, en permanence, pour pouvoir survivre dans la forêt au mois de juin et dormir là-bas. Mais c'est ça, il m'a réappris des choses peut-être un peu perdues ici. La peur de la forêt, elle existe ici aussi. Quand je dis que je vais dormir dans la forêt du Gavre, et les sangliers, et les animaux, enfin voilà, il y a tout un mystère autour de tout ça. Et je crois que l'enjeu, c'est de réapprendre que nous sommes la nature, avant tout. On n'est pas à côté ni au-dessus. Nous sommes la nature, simplement, et de connaître les phénomènes et les êtres qui vivent dans la forêt. Quand on connaît, quand on reconnaît, on n'a plus peur. Exact. Et comment peut-on faire ça? Est-ce qu'une idée, Laurence, on va s'acheminer vers des conclusions. Comment peut-on justement raccrocher quelque part, reconnecter? Pour se reconnecter, en fait, c'est très simple. Vous allez vivre l'instant présent. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans la forêt comme si c'était un temple. Puisque depuis toujours, les druides et tout ça considéraient la forêt comme un temple. Tu parlais tout à l'heure de forêt sacrée, hein, Jean, c'est exactement ça. C'est comme une maison, comme un temple, hein, avec des piliers. Les druides disaient qu'il y avait des grands piliers et qu'en fait, les ramures servaient pour maintenir la voûte céleste. Donc c'était absolument extraordinaire. Et donc, je vois que l'eau monte. Voilà, les éléments de la nature sont en train d'arriver. Ils sont là. Voilà. Et donc, allez-y petit à petit. Hein, vraiment, vivez l'instant présent. En fait, la nature va vous permettre de ralentir le rythme, de regarder les choses, aller toucher les feuilles, aller sentir, aller écouter vos pas et écoutez-vous vous-même pour pouvoir évoluer. Voilà. Donc, tout en douceur, tranquillement. Je vous souhaite de bonnes promenades, en tout cas. Tout va bien au niveau technique, on est bien? On continue, tout va bien. Voilà, on s'assurait juste que qu'on pouvait continuer tranquillement. Je reviens vers vous, toutes et tous. Y a-t-il des questions maintenant? Oui, monsieur. Bonjour. Alors, plus que deux questions, ce serait deux remarques, de choses dont on n'a pas parlé et qui concernent les bienfaits de la forêt ou de l'arbre sur notre psychique ou notre physique. On se rend compte qu'aujourd'hui, alors ça vient pas de moi, ce sont des études qui sont sorties il n'y a pas longtemps, la déconnexion à la nature et notamment à la forêt et à l'arbre et au fait d'être capable de grimper dans un arbre, par exemple, de laisser les enfants grimper dans les arbres, je ne parle même pas des adultes. En fait, cette déconnexion à la nature induit chez l'être humain, en tout cas occidental, une perte de capacité motrice, une perte de capacité de performance, en fait, de qualité physique. Et s'il y a 20 ans, on avait étalonné un panel de jeunes enfants de collège, on leur demandait de courir à 800 mètres, la moyenne c'était 3 minutes. Aujourd'hui, la moyenne pour courir à 800 mètres avec des jeunes d'aujourd'hui, c'est 4 minutes. Moyenne. Est-ce qu'on peut faire le lien entre cette déconnexion et l'arrivée des appareils électroniques, les écrans qui nous maintiennent dans des cages, enfin dans des chambres ou dans des appartements, plutôt que de sortir dans la forêt ou dans la nature, hein, de toute façon. Donc voilà.
C'était une première remarque. Et ma deuxième remarque, c'était de mettre le doigt sur tout ce que l'on perd en perdant de la forêt, et notamment primaire, tout ce que l'on perd en molécules naturelles, qui sont de toute façon toujours copiées ensuite par l'industrie pharmaceutique et qui nous permettraient de guérir bien des maladies si on avait la sagesse de garder les arbres et les plantes dans les forêts tropicales. Merci pour cette intervention. Quelquefois, il est plus utile de poser des bonnes questions, du coup, que d'y répondre. Est-ce qu'un de vous, néanmoins, souhaite rebondir sur ce qui a été dit ? Oui, moi je considère effectivement que vous avez raison, parce qu'on a depuis quelques décennies, même un siècle, on va dire, dompté la nature. Hein. On l'a dressée, on l'a apprivoisée, on l'a fait rentrer à l'intérieur de nos murs. Et ça, c'est les 5 éléments. Hein. Vous pouvez regarder les climatisations, les ventilateurs, les ionisateurs, la luminothérapie, l'aromathérapie. Tout. La phytothérapie, on l'a mis en gélule, voilà. Et donc, quand on retourne en forêt, on voit que tout ça, c'est à portée de main et que c'est gratuit. Et seulement, il faut juste savoir faire. Donc, quand on dit d'aller toucher les choses, allez prendre, quand vous voyez un tuyat ou un sapin, allez prendre les aiguilles et broyez-les. Juste en les broyant, vous allez faire de l'aromathérapie. Pas besoin de rester à la maison. Alors, la déconnexion digitale, je suis pour, bien que ce soit dans l'air du temps, et il ne faut pas complètement s'en séparer. Maintenant, pour 2 heures de connexion sur un ordinateur, il vaudrait mieux avoir 20 minutes de connexion dans la nature. Voilà. Et plus il y a de feuilles, plus c'est bénéfique. Plus il y a une densité foliaire, plus c'est bénéfique. Voilà. Voilà, et on n'en a pas parlé de façon très précise aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des arbres, mais peut-être souligner le fait qu'on parle des végétaux en réalité. C'est-à-dire les arbres, par exemple, dans ce que Jean vous avait apporté, il y a des plantes, il y a un travail aussi avec tout ce qui est végétal, mais à tous les niveaux. C'est pas simplement les grands arbres. Oui, bon, nous aussi, on essaye d'amener, bon, c'est peut-être un bien-être un peu différent, mais quand on galère au quotidien et qu'on a du mal à payer les fournitures scolaires pour son enfant pour la rentrée des classes, ou même payer juste le droit d'entrée de la classe, donc on ne peut même pas emmener son enfant à l'école, parce qu'on n'a pas l'argent pour ça, donc il faut gagner un peu quelque chose pour assumer juste l'essentiel, c'est-à-dire l'éducation, le logement, la nourriture, la santé, juste ça. Donc vraiment, on parle de choses essentielles dans la vie. Et donc on essaye, avec l'association Nebedaï, de trouver, en fait, de valoriser les produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire des feuilles, des fruits, des écorces d'arbres, et de trouver des manières originales de les transformer. Et puis peut-être... Et donc ça, on le fait avec 800 femmes de 16 villages qui sont autour d'une forêt. Et aujourd'hui, elles arrivent à faire des choses très sympas. Elles ont appris à faire des confitures. Elles font tout un tas de produits à partir de baobab. Il y a de l'huile, il y a alors on appelle ça le café bouille. En fait, les graines de baobab qui étaient un déchet avant, aujourd'hui sont torréfiées, donc cuites, pilées, et donc après on obtient une poudre qui ressemble à du café, mais qui n'est pas du tout du café parce qu'il n'y a pas de caféine dedans, mais qu'on consomme comme du café en boisson chaude. Il y a beaucoup de protéines, et donc c'est des choses qui aujourd'hui permettent de découvrir de nouveaux aliments de la forêt, de les vendre, que ces dames-là aujourd'hui puissent en tirer des revenus, et c'est grâce à la forêt qu'elles ont tout ça, quoi. Et avec les quelques sous qu'elles gagnent là-dedans, elles arrivent à régler des problèmes essentiels du quotidien, quoi. Donc la forêt est vraiment aussi un trésor, quoi. Je reviens un peu sur la question du monsieur. Est-ce qu'il y a une autre question ? Nous avons encore un petit moment ensemble. Est-ce qu'il y a une question sur quelque chose que nous n'aurions pas abordé ? Et je sais qu'il y a beaucoup de sujets, évidemment, qui tournent autour de ça. Très bien. Vincent, juste... Ah ! Alors, on va vous apporter un micro. Voilà. C'est bon ? Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez parlé que pour la cuisine, il utilise beaucoup de bois pour les forestières. Et je me posais la question, est-ce qu'ils sont de fours solaires en Sénégal ? Est-ce que c'est actuel ou... Alors, effectivement, hein, la déforestation, c'est souvent à cause de la cuisson. Alors, le four solaire ou la parabole solaire, ça marche. C'est-à-dire, l'aspect technique, il fonctionne. Mais en fait,
Il y a plein d'associations, de gens qui disent mais on a du soleil toute l'année, c'est vrai. Et donc on se dit mais on n'a qu'à cuisiner avec l'énergie solaire. Et donc les paraboles solaires et tout ça, techniquement ça marche. Donc les gens, ils arrivent, souvent il y a des associations de tel village en France, ils viennent une semaine en vacances dans un village, ils amènent des fours solaires, tout le village est content, ils partent une semaine, ils s'en vont, moi je les vois arriver, je les vois partir. Les paraboles solaires, elles sont mises à l'envers et puis derrière, elles servent à sécher le linge, quoi. Donc ça marche pas du tout. Un accompagnement, donc, voilà. Non, mais en fait le problème c'est que y a l'aspect technique et puis il y a l'aspect appropriation. D'abord, est-ce que les gens là ont demandé quelque chose? Donc ça, c'est la première des choses. Mais ça, souvent, on pense qu'on va régler les problèmes en venant d'ailleurs. Et puis après, il y a le fait que sur un four solaire, il y a souvent, moi je dis toujours, il n'y a pas le bouton. Le bouton, c'est quoi? C'est que quand tu cuisines avec 3 pierres ou avec un foyer amélioré, si tu veux faire plus fort ou moins fort, tu peux le faire. Tu tires tes bois, ça fait moins fort. Tu rentres tes bois, ça fait plus fort. Alors, donc tu peux gérer ta cuisson. Ce que je te propose, c'est que voilà, les gens qui veulent continuer sur le four solaire avec toi te retrouvent au stand de Nebedai qui est juste à côté. Puisque nous allons devoir nous quitter, j'aimerais juste un mot de la fin de chacun. Voilà, un mot, une phrase, quelque chose voilà, que vous souhaitez vraiment partager avec les gens qui sont présents. Oui, mais c'est en rebondissant ce que vous disiez, monsieur. Il y a un enjeu qui est fondamental, c'est nos jeunes, nos enfants, de les reconnecter à la nature, de les emmener à nouveau dans la nature. Et j'ai envie de dire quelque chose est prêt. Ils n'attendent que ça. Chaque fois que j'ai eu des enfants, quel que soit l'âge, même des ados, chaque fois, ça prend un peu de temps, mais quelque chose lâche, quelque chose se passe qui est là instinctif et qui demande qu'à surgir. Et pour moi, l'enjeu c'est prêt, c'est là, ça demande à être juste réveillé. Et le seul but, c'est ça, c'est comment dire, quand on aura conscience, et les enfants en premier, que les arbres, la nature, c'est nous, c'est le vivant, ce sont des êtres vivants, il n'y aura plus d'abus, il n'y aura plus de coupe rase, il n'y aura plus de surexploitation. On ne prendra plus les arbres pour des objets, mais des êtres vivants. À partir de là, ça sera peut-être le début de moins d'abus et peut-être vraiment plus du tout. Et pour moi, c'est ça, rééduquer. Et les enfants sont prêts, ils ne demandent que ça. Laurence, avant de vous retrouver, toi donc, et Vincent, en dédicace juste à la librairie Lise et moi, qui est juste derrière les gradins, et où ils ont beaucoup de beaux livres en plus des vôtres. Un mot de la fin? Alors, le mot de la fin, moi, je voudrais juste vous inviter à retourner en forêt et à porter un nouveau regard sur la forêt. Parce que si vous faites ça, les générations futures en prendront soin. C'est plutôt une méconnaissance, en fait, qui fait qu'on ne s'occupe pas des arbres comme on le devrait. Le fait de savoir, en fait, va amener les populations et surtout les générations futures à s'occuper de la forêt. Et nous ne faisons partie que de la nature. Les arbres peuvent se passer de nous. Nous, on ne peut pas se passer d'eux. Merci pour cette conclusion magnifique. Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Ça continue avec une magnifique table ronde, je crois, très attendue aussi. Je vous souhaite une bonne journée et sur les mots de Laurence, déchaussez-vous et allez voir dans la forêt ce qui se passe.